Bonsoir à tous et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture. Comme vous le constatez, nous sommes ici au gymnase de handball du stade du 28 septembre. Nous sommes reçus par le président de la Fédération guinéenne de handball, M. Mamadouba Paye Camara. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir, M. Balami. Merci de nous recevoir dans cette belle enceinte. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, Alpha Jean-Claude Camara est avec nous. Vous êtes notre spécialiste de hand. Bonsoir. Bonsoir, Balamine. Bienvenue. Merci. Elle est magnifique cette enceinte. Effectivement, c'est une très belle enceinte, bien faite, aux normes internationales et vu. Déjà, on sait que la compétition qui vient de se dérouler ici, c'est déjà une aubaine pour le peuple guinéen. Ben, je sais que vous n'êtes pas impressionné, c'est votre jardin. Moi, je le suis. Président Paye Camara, c'est ici même, dans cette enceinte, que viennent de s'achever les éliminatoires pour la zone 2 des Jeux africains en ce qui concerne le handball. Nous allons en parler tout à l'heure avec le bilan bien évidemment côté guinéen et le bilan que vous personnellement vous pouvez dresser non seulement de la participation guinéenne mais aussi de la qualité de l'organisation. Mais avant, j'ai envie que vous me parliez de ce gymnase. Il se dit que vous l'avez presque construit sur fonds propres et tous les jours vous continuez à améliorer la qualité de cette enceinte sportive qui a subi d'ailleurs quelques retouches pour accueillir cette compétition. Eh bien, bon, une petite rectificatif. Une seule personne ne peut pas lui seul tout faire. C'est une équipe. Bien que je sois le président et que je mise beaucoup plus que les autres, mais c'est une équipe qui a travaillé, du comité exécutif aux joueurs. Chacun a contribué pour améliorer les conditions de travail des handballeurs. Parce que qui parle d'un sport d'élite, qui veut aller très loin, il faut des infrastructures de qualité. Nous nous sommes dit qu'en participant régulièrement aux compétitions internationales, nous apportons une manne financière chez les autres. Donc si nous voulons que ces gens-là aussi nous amènent une manne financière chez nous, il faut mettre des infrastructures qui peuvent les permettre d'être à l'aise. Et honnêtement, ce gymnase, malgré qu'on ait 1200 places, n'a rien à envier aux autres gymnases. Nous avons toutes les commodités. Pour preuve, vous avez vu le président de la Confédération africaine de handball et tout son staff à Conakry pour venir voir de visu après cette compétition de haut niveau parce que c'était les seniors, catégorie A, qui ont joué la Coupe d'Afrique des Nations au niveau de Brazzaville. Donc ce n'était pas des petites formations, dire que la salle va accueillir des jeunes de 17 à 18 ans ou 19 ans, mais c'est la catégorie senior. C'est ce qui a suscité la présence du président de la Confédération africaine de handball pour venir voir comment dirais-je, le gymnase. Est-ce que ce que les gens ont dit, c'est de la réalité? Et honnêtement, on est fiers de ce bijou que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas de rencontre internationale qu'on ne peut pas accueillir. Il y avait un problème de second vestiaire. Aujourd'hui, on a notre second vestiaire qui est prêt. Donc on a deux vestiaires, l'équipe qui joue et l'équipe qui est en attente. Moi, je me dis aujourd'hui, ce gymnase, c'est le travail conjugué de l'ensemble des membres de la Fédération guinéenne de handball et aussi des apports du ministère des Sports. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous, Fédération, nous n'avons pas vocation de construire les infrastructures. C'est quelque chose qui relève de l'État. Donc, malgré que l'initiative est venue de nous, mais la rénovation, les retouches, le ministère nous assiste. Justement, parlez-nous de la nature des travaux effectués dernièrement pour pouvoir accueillir cette compétition. Vous-même, vous voyez le revêtement. Le revêtement est de la dernière génération. C'est du G-Flor, c'est du 9 mm. C'est ce qui est posé même dans les salles pendant la Coupe du Monde. Donc l'entreprise qui nous a fourni, elle est basée en France. On a fait venir un technicien qui est venu faire la pose. J'avoue honnêtement que la pose seulement nous a pris à peu près 600 millions de francs guinéens. Mon Dieu. Donc c'est pas facile. Les équipements qui sont rentrés dans le cadre de la pose sont tous venus de la Côte d'Ivoire parce que ces équipements n'étaient pas sur place à Conakry. Et puis parallèlement à ça, il n'y avait pas un spécialiste qui pouvait faire la pose. Donc il a fallu passer par la société G-Flor, qui est une société connue par la Fédération internationale de handball, qui a envoyé M. Sall, un expert qui est au niveau de qui est basé au niveau de la Côte d'Ivoire, qui couvre G-Flor au niveau de l'Afrique, parce que même tout dernièrement, c'est lui qui était au Gabon et à Brazzaville pour aller faire la pause. Et chaque fois qu'il fait une pause, c'est zéro faute, parce que ce revêtement, nous l'avions depuis 2 ans. Mais qui va faire la pause? Parce que si ce n'était pas bien fait,
elle allait se décoller après. Ça allait du gâchis. Ça allait du gâchis. Donc on a pris du temps, mais ça nous a permis de répondre aux critères internationaux. Aujourd'hui, nous avons notre revêtement qui est en place, qui n'a pas de problème. Et mais grâce au conseil de SIS-TV aussi, il ne faut pas oublier, parce que là où il fallait placer des caméras, Alpha Jean-Claude nous a conseillé et on a fait venir les gens pour poser là où la télé va tourner. Donc au jour d'aujourd'hui, notre gymnase répond aux critères internationaux. Eh bien, on sait que ce gymnase a été véritablement apprécié par le président de la CAP, mais en offre, vous avez fait comprendre qu'ils allaient continuer de faire quelques améliorations au niveau de ce gymnase pour qu'il soit au top niveau. Bien sûr, nous allons y penser et on a fait venir un technicien, le président Antonio, à qui je remercie par là, quand il est venu nous voir et lui-même il nous a dit qu'il fallait améliorer un peu la salle au point de vue climatisation. Je pense qu'il est prêt aussi à nous accompagner. On est en train de travailler dessus. Dans un mois maximum, la salle sera complètement prête parce qu'au niveau de l'aération, au niveau de l'électricité et même à peu près la ventilation de la salle, dans un mois et demi, je pense que ce problème va être un lointain souvenir. Excuse-moi, il y a également une seconde salle qui est aussi en étude pour le moment, qui est juste derrière le comité olympique. Je ne veux pas, M. Jean-Claude, que vous vendez nos projets, parce que ce projet, honnêtement, nous avons commencé, nous sommes à 70%. Aujourd'hui, le technicien de Geoffroy qui est venu, il a fait les études sur le revêtement extérieur que nous voulons mettre, mais la fédération a pensé encore plus loin. On ne veut plus laisser ce terrain aussi à l'air libre. Nous voulons essayer de mettre un hangar pour qu'elle soit couverte et permettre aussi qu'on ait deux gymnases. Si à défaut d'avoir un palais, que nous ayons au moins 2 gymnases et puis là-bas, parce que là-bas ça va nous permettre d'avoir encore 800 places de plus et 2 autres vestiaires. Donc nous sommes en train, tu m'as poussé à parler de ce projet qu'on avait dans nos tiroirs et on est beaucoup avancé sur ça aussi. Okay. On sait que vous aimez travailler dans la discrétion, mais il faut vraiment mettre en évidence les bonnes choses qui se font au niveau de cette fédération. C'est bien beau d'avoir ce gymnase-là à Conakry, d'avoir un projet d'un second gymnase dans l'enceinte même du stade du 28 septembre. Mais qui de l'intérieur du pays? Quand on voit par exemple la composition des équipes nationales, notamment masculines, on voit beaucoup d'athlètes qui viennent de l'intérieur du pays. Est-ce que vous avez un projet dans ce sens pour améliorer la pratique du hand à l'intérieur du pays quand on sait que ces garçons jouent presque sur même les filles aussi. Du béton? Oui, bien sûr, Balamine, c'est bien de poser cette question. Mais j'avoue, depuis le mois de janvier, on est en train de travailler. Pour preuve, nous avons octroyé 10 tonnes de ciment aux 5 ligues de l'intérieur pour leur permettre de mettre d'abord le terrain en place avec des règlements de la Fédération guinéenne, de la Fédération internationale de handball, du 40/20 et puis de 2 mètres sur tous les côtés. Une fois que ça c'est fait, on a un autre projet. Ce projet, c'est de leur donner les revêtements extérieurs. Ces revêtements extérieurs, tout fini, ça coûte à peu près 35 à 40 000 $ par terrain. Mon Dieu. Donc la fédération a ce projet. Je vous rappelle encore que nous n'avons pas pour vocation de mettre des infrastructures en place. Mais pourquoi nous le faisons? Comme vous l'avez dit, dans nos sélections, quand vous éliminez les gens de l'intérieur, vous n'avez que 30% des gens de Conakry. Les 70% au niveau du handball, c'est les enfants qui sont de l'intérieur du pays. Et tellement que le problème d'infrastructure se pose à l'intérieur, nous sommes des fois appelés à les faire venir à Conakry au prix de tout ce que vous connaissez. On les scolarise à Conakry pour ne pas qu'ils perdent l'élan du handball. Parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure, tu as peur qu'il y ait des blessures qui se font à l'intérieur. On est obligé de les faire venir à Conakry, les loger, les scolariser et continuer à les entretenir. C'est ce qui fait qu'à partir du mois de janvier, nous avons initié ce projet. On a donné des subventions aux différentes ligues et on les a accordé chaque ligue. Il suffit seulement que tu nous amènes un papier de donation du terrain parce qu'on veut que les terrains soient typiquement du handball. Donc on exige aux ligues de demander au gouverneur ou au préfet de leur localité de les donner, de faire une donation d'une partie
pour le handball. Une fois que nous recevons ce document, on envoie un technicien en plus 10 tonnes de ciment pour mettre le terrain en place et réglementer ce terrain, même si c'est du béton. Mais attention, il y a des façons de faire ce béton. Si c'est bien fait, vous n'allez rien, ça dit, c'est pas comme le tapis, mais les blessures se diminuent beaucoup. D'accord. Mais comment justement expliquer ce paradoxe aujourd'hui? On a un gymnase à Conakry, un gymnase qui n'a rien à envier au terrain de hand les plus plus haut niveau quand même dans la sous-région quand même. Effectivement, mais comment expliquer alors que les athlètes de l'intérieur du pays soient beaucoup plus performants que ceux de Conakry, notamment au niveau des hands par exemple? Oui, mais vous voyez, celui qui joue sur du béton, si tu le mets sur un tapis, il va voler. D'accord. Donc moi je me dis, l'endurance, ce qui fait aujourd'hui le niveau du handball guinéen par rapport aux autres, c'est l'air du jeu. Parce que ces gens-là sont habitués à jouer sur du béton. Donc quand vous les mettez dans la salle, il n'y a pas de risque qu'ils se jettent. Regardez les garçons comment ils ont joué. Les Sénégalais étaient surpris de les voir se défouler sur un tapis. Celui qui joue sur le caillou, quand tu lui ramènes dans la salle, moi je pense bien tu l'as amené au paradis. Oui. Donc moi je me dis aujourd'hui que nous allons changer de cap parce que jouer sur du béton, ça joue sur les chevilles. Il y a beaucoup de blessures, mais quand on va mettre les revêtements mode extérieur, ils vont jouer sur ça. C'est la même chose, c'est les mêmes tendances qu'un gymnase à l'intérieur, parce que le revêtement qui est là ne peut pas être mis dehors et celui de dehors ne peut pas être mis dans la salle. Donc moi je me dis, quand ils s'habituent aux deux, partout où nous partons, on va aller très loin. Mais jouer aussi sur du goudron. Nous on a été en Espagne au tournoi Festa Major. Dans les écoles, nous avons joué sur du béton. Mais ce béton, je pense, la manière dont il s'est posé, même si tu tombes dessus, tu ne te blesses pas. Donc nous voulons, à partir du béton qu'on va mettre dans les 5 ligues à l'intérieur du pays, que même si un athlète tombe dessus, qu'il ne se blesse pas en attendant de retrouver le tapis ou bien de venir dans la salle. Alors aujourd'hui, la tendance, vous l'avez dit, c'est de ramener les meilleurs joueurs de l'intérieur à Conakry, les scolariser, leur permettre de pratiquer leur discipline sur des surfaces adaptées. Est-ce que cette politique ne risque pas de nuire au hand à l'intérieur du pays? Est-ce que le fait de ponctionner les meilleurs et de les amener à Conakry ne risque pas de tuer justement le hand de l'intérieur? Non, au contraire, ça amène une émulation. Moi, je me dis, ce n'est pas tous les sportifs qui vont à l'académie. C'est les meilleurs qui se retrouvent dans les académies. Ça, c'est une bourse que la Fédération guinéenne de handball offre aux meilleurs handballeurs. Tout le monde prétend, tout le monde sollicite de venir dans la capitale. Donc si tu veux venir dans la capitale et que tu ne payes pas ton loyer, tu ne payes pas de l'eau, tu ne payes pas ton école, tu ne payes pas ta nourriture, il faut travailler dur. C'est une source de motivation. Même à Conakry, il y a des filles qui sont des boursiers de la Fédération guinéenne de handball, dont la scolarité est prise en charge 100%. Mais il faudrait que tu sois parmi les handballeuses qui s'expriment bien au terrain et qu'on t'envoie dans une école privée, payer ta scolarité, payer même ce que la fédération n'a pas l'habitude de faire, t'assister même dans la famille. Et parmi ces filles, même on assiste, même les parents, les filles dont on voit, des garçons qu'on voit où les enfants ont des talents, on met tout à la disposition de la famille pour ne pas qu'on retienne l'athlète à la maison. Il y a des filles ici qui font le bac, celles qui sont au brevet, à la maison. On leur dit non, tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas au terrain, il y a les examens qui s'approchent. Mais la fille leur dit, mais attends, c'est grâce au handball, je me retrouve là. Donc le handball ne gâte pas mes études et on finance même les cours de révision pour ces filles. Donc c'est pour vous dire que ça ne gâte pas le niveau du handball à l'intérieur. Au contraire, ça pousse les autres handballeurs qui sont restés là à faire beaucoup de performances. Parce que quand ils font des performances, on les récupère. Mais cela ne nous empêchera pas de mettre des infrastructures à l'intérieur du pays. Mais quand tu es bien, celui qui est bien aujourd'hui, je ne veux pas parler des autres disciplines, mais quand il est bien, aujourd'hui au niveau du handball, celui qui joue dans l'Espérance veut jouer dans l'Union sportive ou bien veut jouer dans le Horea. Parce qu'on sait que l'Union sportive de Guinée, ISG, c'est un club de haut niveau où il y a toutes les commodités pour jouer dedans. Le club Horea où les joueurs ont un salaire. Ils sont bien entretenus comme des professionnels. Tous les handballeurs veulent jouer dans Horea. C'est la même chose que l'AS Kaloum. Donc moi je me dis bien,
que quand tu es dans un club informel et que tu as des talents, tu es obligé de venir à l'élite. Parce que le paradoxe est que, sinon le constat est que les filles pratiquent plus cette discipline du handball que les hommes, parce qu'on constate pas mal d'émulation au niveau des filles, surtout la pratique. Elles sont toutes nombreuses à chaque fois dans ce gymnase. Comment l'expliquer cela? Eh bien, quand on est venu aux affaires, en 2011, nous l'avons compris qu'il y avait peu de filles qui étaient au niveau du terrain de handball. Et nous avons fait un projet sur 8 ans. Ce projet, j'aimais souvent le dire que le handball africain sera guinéen en 2016. En 2016, beaucoup de personnes l'ont vu. Je me suis dit qu'il faut renverser la tendance parce que les filles commençaient à déserter à 90% au terrain. D'accord. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis un plan d'assistance en place. Tu es handballeuse, tu viens au terrain, tu as ton transport. Tout est pris en charge. Il n'y a pas une fille qu'on n'a pas assistée pendant les 8 ans. J'ai pris les équipes filles ici, on les a envoyées en France 3-4 fois. On les a pris, on les a envoyés en Espagne, au Maroc, partout en Afrique. C'était pour inciter les filles à venir. Et en 2-3 ans, le nombre de pratiquants, ça s'est multiplié à 30, 40 même. Parce que nous nous sommes dit, envoyer les filles. Les gens ont même dit que c'était un pari fou de prendre des jeux ici, les envoyer en France pour aller faire le stage, que c'était de l'argent. Moi, je les ai dit que j'avais mon projet, j'avais une vision. Cette vision, c'était inciter les filles à revenir. Donc les filles se sont dit, celles qui sont restées à la maison, venir au terrain, je vais en France cadeau, je vais en Espagne cadeau, je voyage, j'ai tous les avantages. Donc de bouche à oreille, de pratique en pratique, ça a incité les filles à venir. Nous ne sommes pas découragés, on a commencé à investir sur eux, on a pris d'eux même à Conakry, les envoyer en France pour avoir des clubs. Donc tout ça, là, ça a motivé. Et de 10% qu'on avait, nous sommes passés à près de 140% de filles pratiques. Aujourd'hui, sur les 10 000 licenciés au niveau du handball, parce qu'on a une base de données, vous avez à peu près quelque chose de 8 000 filles. Tous les jours, le nombre. Et nos professeurs qui sont là, qui sont les maîtres d'éducation physique, on les a impliqués. On les a donné des formations, les moyens à leur disposition pour inciter dans les écoles à pousser les filles à pratiquer le handball. Et aujourd'hui, vraiment, si on a une satisfaction totale, c'est au niveau des filles. Vous avez vu, même au niveau de l'équipe nationale senior, cadette, junior, avec les filles, nous n'avons pas de problème. Oui. On sait également que beaucoup d'handballeuses étaient au début attirées par le football, avant de migrer vers le hand, le basket. Est-ce qu'on peut dire que les difficultés du football féminin en Guinée ont peut-être donné un coup de pouce au hand, ont incité ces filles à se tourner vers le handball? Ben, je ne pense pas. Mais retenez quelque chose aussi que je vais vous dire. Les meilleures joueuses de handball sont des excellents footballeurs. Parce que nous, pendant l'hivernage, nos handballeuses, on les fait jouer au football. D'accord. Ils ont la maîtrise. Ils font tout pendant les séances d'entraînement. Quand on est même en préparation, on laisse les filles jouer au football et elles jouent très bien. Et pourquoi? Oui, parce que les mouvements sur le terrain, les jeux, les dribbles, le tout se passe de la même manière. Pour ceux qui regardent le futsal et qui regardent le handball ou bien Maracana, c'est les mêmes. Donc ces filles, nos entraîneurs vont les repérer parmi les filles qui jouent au football. Dès qu'ils les voient en train de faire des gestes qui sont bien, ils les repèrent, on commence à les attirer. Je pense bien que le football féminin, ça peut aller. Mais il suffit seulement de s'y intéresser, de mettre les moyens. Parce que les filles, c'est la motivation. Une fille ne voudrait pas qu'elle vienne s'entraîner, qu'elle rentre à la maison, qu'elle n'ait pas quelque chose à manger. Le lendemain, elle ne va pas venir. La maman va dire attention, elle va faire laver les ustensiles de cuisine. Toi, tu n'apportes rien, tu ne voyages même pas. Il faut la motivation. Quand vous les motivez et qu'ils savent que quand elles viennent au terrain, au retour, elle a son transport qui est garanti, qu'elle a un manger qui est garanti, moi, je vous dis, rien ne l'empêchera de venir. Elle fera. Moi, pour preuve, il y a des filles que j'ai renvoyées au terrain parce qu'elles ne sont pas d'accord avec leur maman. D'accord. Je m'implique même dans leur famille pour dire, à partir de 19h, 20h, on pousse les filles à rentrer à la maison. Et au départ, on avait vu que les filles avaient des complications avec leur famille. Nous avons
construit des latrines. Nous avons poussé les filles à ne pas abandonner les travaux de maison. Mais quand vous venez la nuit, tu finis de t'entraîner, tu vas dans les vestiaires, tu te laves, c'est comme si tu n'as rien fait, tu te retrouves à la maison. Tout ça là, c'était des paramètres pour les inciter et impliquer aussi les parents. Il faut dire aux parents que vous laissez vos filles venir faire le sport. Ce n'est pas de libertinage. Le sport aussi, c'est un volet de l'éducation. Quand la fille n'est pas à la maison, tu appelles au terrain, on sait qu'elle est au terrain, tu es rassuré. Mais si elle n'est pas au terrain, elle n'est pas à la maison, si elle n'est pas occupée, elle va faire d'autres choses. Oui, donc moi je me dis l'implication, même dans les familles, parce que je vous dis, je connais 90% des familles de joueuses. Des filles peuvent me dire, ah ma maman est malade, ou bien mon père est malade. Malgré que ce n'est pas du handball, on apporte de l'aide pour que cette fille puisse se retrouver. Ou bien elle vient, elle pose un problème de l'école, même si elle ne fait pas partie de celles qui ont des bourses. On assiste. Pendant le début de l'année, pour les kits scolaires, il y a des filles qui ne vont pas à l'école, mais on les donne pour qu'elles donnent à d'autres personnes. Donc les parents n'ont pas de problème de kits scolaires pendant le début de l'année pour assister leurs filles. Ou bien si la fille a un problème scolaire, on intervient pour ne pas que la famille se mêle. Donc tout là, c'est des critères qu'il faut pour inciter les filles à pratiquer le sport. Au niveau du football, dont vous dites, s'il y a la motivation et qu'on sache, parce que si une fille sait qu'elle aime le football ou bien elle aime le handball, que l'entraîneur la renvoie parce qu'elle n'a pas de bons cours à l'école, prochainement elle va apprendre. Parce que nous, quand tu ne fais pas de bonnes études à l'école, tu es renvoyé. Moi, je vous donne un exemple. J'ai une nièce. D'accord. Une fille, c'est la fille à ma grande sœur. Le fait qu'elle n'a pas de bons cours à l'école, on l'a renvoyée du handball. Elle devait voyager. Par 3 fois, moi, je l'ai enlevée dans la sélection. Mon Dieu. Elle était obligée de revenir à l'école. Et je suis plus dur avec elle que n'importe qui. Parce que je donne le transport à tout le monde. Elle, je ne la donne pas. Les gens me demandent que je suis méchante avec elle. Non, c'est l'une des meilleures joueuses. Mais si elle ne fait pas le sérieux à l'école, je ne fais rien pour elle. Elle était obligée de retourner à l'école. Donc c'est pour dire que le sport et l'école, les deux vont de pair. Mais il suffit que nous, leadership, que tu t'impliques. Et puis les filles, ne les rejetez pas. Des fois, moi je donne plus de téléphone aux filles que je ne donne de l'argent. Mais une joueuse qui me demande, le téléphone, au départ, je les donnais de façon clandestine. Je viens, je donne. Mais j'avais compris à un moment donné que je me faisais moi-même du tort. D'accord. Parce que vouloir les donner un téléphone, vouloir les donner une somme d'argent qu'elle n'a pas l'habitude de voir, c'est de dire oui, attention, le président c'est sa copine, le président il est en train de faire ça. Maintenant, là, quand une fille me demande un téléphone, j'achète le téléphone à des prix coûteux, mais j'attends une fois qu'elle est avec toutes ses camarades, je l'appelle, je la donne devant tout le monde. Des fois, les filles me demandent, ah, pourquoi président tu m'as exposé? J'ai dit non. Si je te donne ce téléphone à 2, ils vont dire que tu fais la prostitution pour avoir ce téléphone parce que tu n'as pas les moyens de l'avoir. Tout à fait, oui. Mais je te donne directement pour que les gens sachent, je te donne parce que tu as fait une très bonne rencontre, je te donne pour ne pas qu'on te traite de quelque chose dont tu n'es pas, je te donne pour me protéger moi-même parce qu'ils vont dire le président lui a donné parce que c'est sa copine. Donc c'est difficile, mais il faut les approcher, il faut les pratiquer pour les connaître et il est facile de manœuvrer et de manipuler une fille à pratiquer le sport qu'elle aime. D'accord. Alors, on voit que vous êtes beaucoup impliqué dans l'étude de vos athlètes. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, dans votre politique, un projet de développement de la pratique du hand dans les différentes écoles du pays? Est-ce que vous travaillez avec le département de sport scolaire et universitaire? Bien sûr. Le directeur technique national de la Fédération guinéenne de handball et le directeur national des sports scolaires et universitaires. Et puis en plus, pour ceux qui suivent un peu le handball, Dr Ilona, notre expert, l'année dernière elle était là, elle a fait le tour de la Guinée, de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays où nous sommes en train de développer le handball scolaire. Parce que, je vais vous dire, celui qui n'est pas bien à l'école ne peut pas être bien au niveau du handball. C'est clair. D'accord. Parce que pour Alpha Jean-Claude qui suit le handball, tout est expliqué sur un tableau. Donc, même l'entraîneur qui n'a pas le verbe facile, qui ne peut pas écrire, ni lire, ni écrire, ne peut pas être un entraîneur du handball. C'est ça le problème. Il faut communiquer.
Un entraîneur qui n'a pas le niveau, dès que les professionnels viennent, tu le sens. Ah. Automatiquement. Parce que ces filles-là, tu ne peux pas les dire bouge comme ça. Il faut les expliquer schématiquement. Pour leur dire, bon, une ailière gauche ou une ailière droite, c'est comme ça, elle doit attaquer, c'est comme ça, elle doit défendre, c'est comme ça, il faut tirer. Donc il faut que l'entraîneur explique, la joueuse aussi sort, il s'explique. Donc celui qui n'a pas une base intellectuelle ne peut pas réussir au niveau du handball. C'est impossible. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous comptez mettre en place une école d'élite d'handballeurs ou aussi de formateurs, des entraîneurs et aussi des encadreurs? Parce que c'est ce qui a quand même pris. C'est à cause de ça, il y a des centres. Nous avons des pools de formation. Nous avons des centres. C'est dans ces centres, en général, nous prenons les cadettes pour appartenir à l'équipe nationale. J'avoue que c'est la guerre entre moi et les techniciens. Parce que les techniciens veulent prendre mes joueuses ou mes joueurs qui sont dans les centres, les envoyer directement dans les différents clubs de première et de deuxième division. Je les fais la guerre, mais deux fois je comprends. Parce que nous mettons beaucoup de points moins à la disposition des centres et des pôles. Donc souvent, il y a des joueuses de 14 ans que vous voyez qui sont prêtes pour jouer en première division. Prenez le cas de Bintou Oulare. Bintou Oulare, elle est sortie directement, elle n'a même pas fini sa formation au niveau du centre. Elle joue aujourd'hui en première division, elle est meilleure buteur. Meilleure joueuse, meilleure buteur, et même des tournois de jaune 2, jaune 3. Elle était sélectionnée dans la sélection senior A, malgré qu'on ne l'a pas fait jouer. Elle est restée dans le cadre de la sélection pour apprendre parce qu'elle a un talent qui est plus fort qu'elle. Donc c'est pour vous dire que nous mettons assez de moyens au niveau de ces centres. En général, à 99,99%, les filles qui sont au centre sont tous des boursiers de l'équipe de la Fédération guinéenne de handball. Vous avez parlé de sélection. On va essayer d'aller un peu plus vite avec le fait qu'aujourd'hui, le constat est qu'au niveau des sélections, il y a une petite décadence entre les professionnels et les locaux. Parlant des gens des filles, on sait que les filles pratiquent beaucoup plus le handball en Guinée, mais l'équipe nationale senior est composée à 95% de joueuses internationales qui jouent à l'extérieur et pratiquement 5% qui jouent en Guinée. Par contre, ce qui est contraire sur les hommes. Qu'est-ce qui peut expliquer ce état de fait? Bon, ce qui explique ça, c'est le haut niveau du handball catégorie senior. Catégorie senior, vous savez, d'ailleurs, nous sommes l'une des rares fédérations à donner la chance aux filles qui évoluent dans le pays. Les Sénégalaises sont venues ici. Les 18 joueuses, c'est les 18 qui sont venus de la France directement pour Conakry. Il n'y a pas une joueuse qui joue dans le championnat local. Mais à Conakry, il y avait au moins sur les 18 joueuses, vous avez, 5 joueuses qui jouent sur le plan local. C'était pour revaloriser un peu la pratique du handball. Sur le plan local. Vous avez vu Simone jouer, vous avez vu Jenaba Kamara jouer, vous avez vu Wambe jouer. Elles n'ont pas aimé, elles n'avaient pas ce complexe. Nous essayons toujours de donner la chance aux joueurs qui évoluent sur le plan local à prospérer au niveau des seniors. Mais chez les garçons, nous sommes à la reconstruction de l'élite au niveau des garçons aussi. Malgré qu'il y a des garçons qui jouent très bien, à Conakry, nous n'avons envoyé que 3 professionnels. Mais il y a au moins 15 professionnels aussi qui sont en attente. Parce qu'ils n'avaient pas les calendriers de travail et des écoles. Ce n'était pas une date qualifiée pour la Fédération internationale de handball. Sans quoi ces garçons aussi allaient revenir. Mais tenez-vous bien que la concurrence va être très rude au niveau des seniors, parce que qui connaît les équipes maghrébines au niveau du handball, nous avons besoin de renforcer cette équipe. Bien sûr que sur le plan local, cette équipe je ne mérite, mais il y a des compartiments qu'il faut renforcer. Nous avons au moins 8 à 10 joueurs qui vont se retrouver au niveau de cette sélection. Nous allons même commencer à partir de la semaine prochaine parce que les Jeux africains, c'est demain. Et la Coupe d'Afrique senior garçon où la Guinée est qualifiée au mois de janvier à Tunis, c'est demain aussi. Nous allons évoquer tous ces sujets tout à l'heure. Puisque vous me tendez la perche, on va parler de ces éliminatoires des Jeux africains que la Guinée a accueillis ici dans cette enceinte même. Si mes informations sont bonnes, 8 pays étaient annoncés. Finalement, il n'y en a eu que 2. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette compétition, il y a des frais de participation. D'accord. Que toutes les nations payent à la Confédération africaine de handball.
Malgré que la Guinée a abrité la compétition, la Guinée a payé Ah, ses frais à la Confédération africaine de handball qui s'élève à près de 20 000 euros. C'est une compétition internationale. d'accord. Si vous avez vu du superviseur aux délégués, aux arbitres, personne n'était guinéen. Oui. Ils sont tous venus de l'extérieur. Même le président de la Confédération africaine de handball était là. Donc ces autres pays ont pensé que participer à cette compétition, c'était un gâchis financier pour eux. Parce qu'au niveau de la zone 2, il y a deux meilleures équipes. Il y a le Sénégal et la Guinée. Donc payer de l'argent, payer le transport, c'était de contribuer à faciliter la qualification pour la Guinée et le Sénégal. Donc à la dernière minute, ils n'ont pas voulu, mais ils vont payer des amendes à la Confédération africaine de handball parce qu'ils étaient censés venir. Nous n'aurons pas ça, c'est la Confédération. Et surtout, il y avait beaucoup, au niveau des garçons, beaucoup de pays n'avaient pas d'intérêt de participer parce que tout le monde se disait d'avance que le Sénégal était d'office qualifié chez les garçons. Juste par rapport à ça, on va revenir un peu par rapport à ça. On sait que c'était pas déjà une histoire gagnée d'avance. Déjà, on savait que les filles étaient qualifiées puisque les autres avaient désisté. Donc, il y avait 2 qualifiés au niveau des filles. Au niveau des hommes, il n'y avait qu'un seul qualifié. Et pour vous, la Guinée partait pratiquement dans un combat presque David et Goliath. Comment est-ce que cette qualification-là est devenue, sachant que cette équipe sénégalaise avait éliminé à 2 reprises cette équipe guinéenne au Challenge Trophy? Oui, moi j'aime souvent dire qu'il y a des victoires qu'on obtient dans la défaite, mais il faut savoir le gérer. Quand quelqu'un vient et te gifle une fois, une deuxième fois il vient et te gifle, il faut savoir par quelle manière il m'a giflé. Donc dans cette défaite, tu prépares ta victoire. Les Sénégalais, mes frères sénégalais, mes amis sénégalais, ont pensé gagner cette compétition avant même de la jouer. Parce que le président de la Fédération sénégalaise m'a dit, Camara, on attend un document pour que tu nous dises que la Guinée désistait pour participer à affronter le Sénégal parce que nous allons gagner. Je lui ai dit, monsieur le président, oui, je viens jouer parce que je vais mettre une équipe en place. Mais attendons la fin de la rencontre pour qu'on se prononce. Parce que je suis un président de fédération, je représente une partie de la délégation du pouvoir du ministère des Sports. Donc dire directement que mon pays est disqualifié, ça devient trop pour moi. Mais attendons de jouer, peut-être vous allez vous qualifier. Il a dit ok, ils ont eu le courage de venir. Moi je savais pertinemment que mon équipe allait faire l'affaire. Parce que les jeunes, je suis venu les dire. Vous avez dit qu'on a laissé les garçons sombrer pendant ces 8 années. Vous avez votre chance en main, vous avez votre destin en main. Gagnez, mettez-moi la pression. Perdez, donnez-moi le courage de vous abandonner encore. Ah. Donc, ils avaient ce défi. Gagner pour continuer le projet parce que cette équipe va participer. Quand l'équipe la gagne, on les a dit, vous allez participer à la Coupe des vainqueurs de Coupe au Maroc. Vous allez participer aux Jeux africains. Vous allez représenter la Guinée à la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc vous avez 3 sorties avant la Coupe d'Afrique. Donc si vous voulez, cette année c'est l'année des filles, ce n'est pas l'année des garçons. Mais si vous voulez renverser la tendance, tout partira de cette compétition. Vous perdez, vous n'allez pas partir à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Vous allez perdre les Jeux africains. Vous allez perdre aussi la Ligue des champions. Et pendant la Coupe d'Afrique des Nations, je vais faire venir 18 professionnels qui vont représenter le pays. Ah. Donc, ils m'ont dit, attention, et honnêtement, j'avais la chair de poule quand j'ai regardé ces enfants. Je me dis, avec tout l'investissement que nous avons fait, avec la pression étatique, les gens ont dit, ils peuvent, ils ne pourront pas, les Sénégalais vont les battre dans les 2 sens. C'était de trop. La fédération, tout le monde avait la pression, mais on faisait confiance à cette équipe par là. On avait ce sursaut d'orgueil, dire aux Sénégalais, vous n'allez pas... Nous savons que les Sénégalais ont une suprématie au niveau des filles. Si vous avez vu les filles, avant c'était 10 buts d'écart, on est revenu à 5 buts d'écart. Maintenant c'est 2 buts d'écart. Donc moi j'ai dit aux Sénégalaises aussi, à l'hôtel j'ai chahuté avec la fédération. J'ai dit on était à 10 buts d'écart il y a 5 ans. Il y a 3 mois on était à 5 buts, il y a 2-3 jours on est à 5 buts d'écart. On a joué, il y a eu 2 buts d'écart. J'ai dit prochainement je vais vous battre 5 buts de plus. Ils étaient tous assis et l'entraîneur m'a dit, ce qu'il vous a dit comme ça, là, ne le sous-estimez pas parce qu'il vient de très loin. Oui. Maintenant, là,
On cherche même des matchs, des matchs nuls contre la Guinée. Pour vous dire que les Sénégalais ont peur de la Guinée maintenant. Là. Ils nous invitent à participer à tous les stages qu'ils vont organiser dans leur pays pour préparer. Parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui, jouer contre la Guinée, c'est comme jouer contre l'Angola pour une finale. Moi, ça me permet. Je dis toujours que chez les filles, ils sont au haut niveau. Je vais essayer de les battre. Quand je les bats, je ferai partie des 3 meilleures nations du handball. Parce que moi, notre politique, c'est quoi? Dans 2 ans, il faut que, parce que l'Afrique aura 5 places pour la Coupe du Monde, il faut que la Guinée fasse partie des 5 meilleures nations du handball pour participer à la Coupe du Monde du handball. Au niveau des garçons, les gens ne nous croyaient pas, mais nous, on faisait confiance à cette équipe. Et honnêtement, ils nous ont fait honneur. Est-ce qu'il n'y a pas une autre source de motivation? Parce qu'on a entendu Oumar Baradji qui joue en France, qui dit « Avant le match, on a vu le président pleurer. Pour nous, ça nous a fait un boom au cœur. » Est-ce que ce n'est pas un peu ça, ce piquement que vous avez mis dans le cœur de ces joueurs? Ah oui, je pense qu'il y a des façons de motiver un enfant. Parce que celui qui voit son père, les larmes couler, pour qui sait les larmes viennent d'où, l'enfant ne sera jamais tranquille. Moi, je me dis qu'ils avaient fait le plus difficile, gagner de 3 buts d'écart au match aller. Et les Sénégalais avaient dit qu'ils allaient nous battre au match retour. Moi, je ne voyais plus les jeunes, je voyais la nation guinéenne derrière. Je voyais les interprétations, je voyais ce que les gens allaient dire, traiter de notre fédération. Oui, ils ont dit qu'ils ont ça, ils ont atteint tel niveau. Voici, ils sont venus, ils n'ont même pas pu se qualifier en garçon. Ils savaient que les filles, là, on est sûr qu'ils vont se qualifier. Donc, j'ai regardé les sportifs. Vous aviez vous-même la pression? Moi-même, j'ai la pression. Avant, j'ai plus de pression que les joueurs. Oui. Parce que je les ai dit, vous avez 60 minutes. Mais moi, j'ai 1 minute pour que les gens mettent tout à l'eau, ce que j'ai fait pendant 8 ans. Oui. Donc, je les ai regardés. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Les larmes sont venues comme ça. Donc, il y a le capitaine qui est venu leur dire attention, est-ce que vous voyez le président? Les autres ont dit oui, elle dit on joue pour lui. Il a dit on joue pour lui. Donc moi je suis parti. Et les joueurs, ils ont joué pour moi, ils ont joué pour tout le monde, ils ont joué pour le peuple de Guinée, ils ont joué pour eux-mêmes. Effectivement. En parlant du peuple de Guinée, en parlant de tous ceux qui étaient présents, on sait qu'il y a eu la présence de pas mal de présidents de fédérations, notamment le président de la Fédération guinéenne de football, celui de basket, celui de rollers. Il y a eu pas mal de présidents. Qu'est-ce que ça vous a fait de sentir tout ce beau monde sportif guinéen autour de vous? Oui, c'est pour dire que c'est le sport guinéen qui gagne. Les présidents qui sont venus, je les remercie par là. Ceux qui n'ont pas eu le temps aussi, je les remercie. Parce qu'ils m'ont tous envoyé des messages de félicitations. C'est pour dire que c'est le sport guinéen qui gagne. Ce n'est pas Paille, c'est pas une autre... Le président Antonio, il est du football. Mais il a un club de handball qu'il entretient, où il met beaucoup de moyens. Le président Toto, il était là. Tous les autres présidents que je ne vais pas citer là, ils étaient tous là. Ils sont venus nous soutenir. Ils ont compris que c'est le sport guinéen qui gagne. Malgré que l'institution qui gère les jeux ne sont jamais... Attends, on va y revenir là-dessus. Il faut qu'on le dise. Oui. Moi, je remercie par là ces présidents de fédération qui nous ont montré que c'est le sport qu'ils aiment. C'est pas la personne. La personne n'est rien, la personne elle est passagère. Avant que nous soyons à la tête de cette discipline, il y a des gens qui étaient là, qu'on a remplacés, d'autres personnes qu'on veut, qu'on ne veut pas. 5 ans après, les gens ne parleront pas de nous. Ils parleront de nous dans les œuvres utiles. Parce que vous avez posé les jalons. Parce qu'on a posé des jalons. C'est ce que nous aimons. 10 ans après, qu'on nous dit oui, 5 ans après, oui. C'est ce qu'ils ont fait. Les autres qui viendront, ils vont essayer de faire plus que ce qu'on n'a pas fait. Mais une institution qui gère les jeux, parce que les gens vont attendre maintenant, parce qu'ils savent qu'on n'est pas qualifié, parce qu'on nous a dit ils sont qualifiés. À cause de l'universalité, il faut que ces disciplines-là participent aux jeux. Mais sur le terrain, on s'est qualifié. On sait déjà que vous voulez parler du comité olympique guinéen, qui n'était pas présent lors de ces éliminatoires. Ils vont prendre la paternité de la gestion des jeux pendant les jeux. Les dire, bon, il faut tel nombre de places, il faut telle personne, on a fait pour vous ça, on a fait... C'est pas la vérité. Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas bénéficié du soutien et de l'accompagnement du comité olympique guinéen. Rien. Même les appels téléphoniques, rien. Et comment vous l'expliquez? Bon, je n'ai pas à juger une personne, mais je laisse le peuple juger. Je laisse les observateurs des sports en Guinée juger. Quand vous avez une compétition locale chez vous, et puis en plus qui concerne les jeux,
Le département des sports, ils étaient là du premier jour jusqu'au dernier jour. Du premier au dernier cadre. J'ai vu les gens même du département des sports, dont on n'a pas invité. Je vais vous donner un exemple. La directrice administrative et financière du ministère des Sports, la DAF, malgré qu'il y avait 2 rencontres de football qu'elle préparait, je vous dis, les matins, elle venait regarder le terrain et le soir, avant de rentrer, pour voir est-ce que tout était en place, est-ce que les délégués qui sont venus sont bien logés à l'hôtel. Donc c'est pour vous dire que le département des sports nous a suivis du premier jour jusqu'au dernier jour. Nous sommes à 2 mètres, une minute même du comité. Alors qu'à la veille, avant d'aller d'abord à la compétition, c'est le comité qui va dresser une liste des équipes guinéennes qui vont participer aux Jeux. Ils vont mettre le nom du handball. Ils vont dire, les handballeurs, vous allez partir avec 14 personnes, 15 personnes. C'est là où je ne vais pas être d'accord avec eux. Tu veux aller pour une compétition. Moi, si vous permettez, commissaire, je suis un peu sidéré. Les éliminatoires que vous avez organisés là, c'est dans le cadre des Jeux africains. Bien sûr. Et normalement, c'est le comité olympique guinéen qui est censé chapeauter tout cela. Oui. Et ce comité n'a pas daigné vous accompagner, n'était même pas présent lors de ces éliminatoires. Bien sûr. Ils ne sont pas venus, c'est palpable. Mais moi, la question que je me pose, qu'est-ce qu'il y a comme antécédent entre la Fédération guinéenne de handball et le Comité national olympique guinéen? Oui, parce que ce n'est pas le comité, c'est des individus qui sont au comité dont le handball dérange. Expliquez-nous. Ce n'est pas même le handball qui dérange, dont le président de la Fédération guinéenne de handball dérange. Parce que moi, je l'ai dit la vérité. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple ne sait pas. Il y a des fédérations qui ne doivent pas écrire au ministère des Sports pour les aider à participer aux compétitions. Parce que le comité dispose des fonds qu'ils peuvent mettre à la disposition de ces fédérations pour faire leurs compétitions ou bien aller dans les différentes compétitions ou bien les formations ou bien des rencontres des fédérations sportives que le comité refuse. Et ces fonds viennent d'où? Du CIO. D'accord. Le CIO aide toutes les formations de jeunes. Le CIO apporte des aides à hauteur de 10 ou 15 000 $. Il suffit que le comité, ce n'est pas un endroit mystique. Le comité, c'est un endroit de conception, de transmission de projets de développement des sports à la base. Une fédération dépose un dossier au niveau du comité. Le comité transmet au CIO avec des arguments, dire que oui, la Fédération guinéenne de handball, par exemple, ou bien la Fédération guinéenne de tir à l'arc a besoin d'un montant de 10-15 000 $ pour une formation ou bien pour une compétition pour financer des catégories jeunes. C'est automatique, le CIO envoie une réponse et il finance. Mais de fait que nous dénoncions ça, il y a un groupe de fédérations, il ne faut même pas écrire au comité parce que nous sommes contre. Il y a certaines personnes au comité, leur ambition c'est quoi? C'est de voyager, aller au colloque, aller dans les réunions. Qu'est-ce que ces réunions? Qu'est-ce qu'ils apportent au pays? L'argent qu'ils prennent, 10, 15, 20 millions pour acheter un billet, se faire des per diem. Si quand tu donnes, par exemple, je cite des fédérations qui n'ont pas beaucoup de pratiquants, tu les donnes 30 millions. Mais tu fais le championnat de l'année, au lieu que quelqu'un prend le billet en aller-retour, aller se payer l'hôtel, les per diem, alors que les fédérations, il y a des fédérations même qui ne peuvent pas faire leur championnat. Donc nous sommes contre cet état de fait. Nous sommes contre que les fédérations qui ne peuvent pas, parce que le ministère des Sports ne peut pas financer le football, financer le handball, financer le basket, financer la natation, plein de fédérations. Et aller encore financer les fédérations qui peuvent faire voyager 2 ou 3 personnes. Nous l'avons dit que ça, ce n'était pas normal. Il faut que le comité reprenne sa place, surtout dans le cadre de ces Jeux. Ils doivent être à l'avant-garde des compétitions. Parce que quand vous gérez en amont les différentes qualificatifs pour ces Jeux, est-ce qu'au finish, une fédération va dire « Ah, le comité ne veut pas me faire qualifier ». Mais si vous avez géré, vous avez tout contrôlé au départ, dire que oui, ils sont dans les préliminaires, est-ce qu'au finish, quand cette discipline est qualifiée, vous allez vous poser des problèmes? Vous n'allez pas vous poser... Mais je dis, est-ce que cela n'est pas né aussi du fait qu'à un moment, vous avez voulu briller
un poste au niveau du comité olympique guinéen où vous étiez à la lutte avec, je crois, un certain Daouda Nansoko pour un même poste? Non, mais ce n'est pas un crime de prétendre aller au comité. Normalement. Parce que chez nous, ici, les gens ont tendance à prendre la corniche pendant qu'il y a la voie libre sur l'autoroute. Tu ne dois pas prétendre aller au comité si tu ne fais rien dans ta fédération. En principe. À part le premier président du comité olympique, que je remercie, je félicite par là, qui est quelqu'un qui a fait ses preuves partout où il est passé. Il a donné des coupes à la Guinée, il mérite ce poste. Mais les autres, vous prenez du premier vice-président au dernier. Regardez comment ils évoluent. Prenez-les de façon individuelle dans les différentes fédérations qu'ils occupent. Quand vous prenez, je vous prends un exemple, le secrétaire général adjoint, c'est un excellent cadre, M. Baldé. Je pense qu'il a sa place au sein du comité parce que, au niveau des textes juridiques, au niveau des différents statuts, il peut apporter beaucoup. C'est parce que c'est quelqu'un qui est dans la conception, qui est dans le papier, dans le cadre des différents projets. Mais quand vous l'enlevez là, vous prenez d'autres personnes, quels sont les gens que vous pouvez prendre au sein de ce comité où ils ont un impact direct avec leur fédération, où ils ont fait quelque chose de positif? D'accord, mais excusez-moi, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des dissidents. Il y a quoi, le groupe G5, G15. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Parce qu'on sait que ce groupe a l'ambition de faire, en quelques mots, tomber ce comité olympique guinéen qui est en place. Bien sûr. Nous sommes toujours sur ce terrain, hein. Il ne faut pas se cacher. Nous voulons les remplacer, qu'ils me regardent en face, qu'ils sachent que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire la fierté du sport en Guinée. Depuis le mois de juin, après les élections, ils savent qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes même avec le CIO, qui les a demandé c'est-à-dire de revenir vers nous et de comprendre. Ils ont des papiers qui sont en train de dissimuler. Quand je parle par là, ils ont mal au cœur parce qu'ils savent ce que je dis. D'accord. Nous sommes aussi en contact avec le CIO. Nous savons ce qui se passe. Depuis qu'ils sont élus, est-ce qu'ils ont reçu une subvention du CIO? Parce que les gens les ont dit, attention, les gens dont vous pensez qu'ils sont des dissidents, ils ne sont pas des dissidents, c'est des fédérations olympiques. Les élections qui se sont passées en Guinée, il y a des fédérations non olympiques qui se sont retrouvées au sein du comité exécutif du CIO. C'est pas normal, du CNO, c'est pas normal. Donc, ils savent qu'ils ont des problèmes. Nous, on ne va pas essayer de rajouter les problèmes. Nous ne voulons pas créer une crise au sein de la famille sportive guinéenne. Nous sommes au niveau de nos fédérations sportives. Notre leitmotiv, c'est quoi? Travaille dans ta fédération. Fais sortir de ta fédération dans les problèmes. Fais le maximum de compétition pour prouver que même si tu n'es pas au niveau du CNO, tu peux faire quelque chose au niveau de ta fédération. Regardez les gens qu'on appelle G15 ou G14, G19. Est-ce que parmi nous, il y a une fédération qui n'est pas en compétition? Est-ce qu'aujourd'hui, ce G15 a le pouvoir aujourd'hui de demander un congrès électif ou bien un congrès extraordinaire afin de pouvoir démettre ce comité? Si on veut... Moi, je pense bien, comme ce que je vous ai dit, on ne veut pas créer une crise au sein de la famille sportive en Guinée. On va lentement, mais sûrement, mais les gens nous donneront les raisons. Vous êtes tête de file? Je fais partie d'un groupe de fédération qu'on appelle Union des fédérations sportives, qui est en train de tout faire pour que le sport guinéen, grâce au concours du ministère des Sports, grâce au soutien de monsieur le ministre Sanchi Bantamasso, qui fait tout pour le développement du sport à Guinée. Je vous dis honnêtement, quand vous partez aujourd'hui au ministère des Sports, vous n'avez pas une fédération qui veut faire le sérieux, qui ne bénéficie pas d'un nom de mission pour bénéficier d'une compétition à l'extérieur. D'accord. Demandez, pas Paille seulement, parce qu'on va dire que Paille est l'avocat du ministère des Sports, mais il ne reste qu'hier, je voyais la fédération guinéenne de volley, qui n'est pas du G13, qui va en Égypte. Je voyais la fédération guinéenne d'athlétisme qui va en Mauritanie.
c'est pour vous dire que toutes les fédérations, la Fédération guinéenne de natation qui va organiser sa compétition, le c'est département, pour vous dire, le département accompagne toutes les fédérations D'accord. sans parti pris. Donc en somme, vous vous êtes qualifié pour les Jeux africains sur le terrain, mais à vous entendre parler, on a l'impression que vous craignez que le comité national olympique ne fasse de la récupération au moment de désigner les délégations qui vont prendre part à ces Jeux et d'imposer son diktat, c'est ça? Balamine, tu vas me donner raison. Dans 3 à 4 mois, tu me donneras raison sur ce comité. Parce que je le disais, les Jeux de la jeunesse, quand j'ai dit au comité qu'ils vont tout faire pour éliminer les fédérations sportives. Le handball, on était qualifié, ils nous ont éliminés à la dernière minute. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des spécialistes là-bas pour faire échouer les fédérations qui ont tendance à changer le sport en Guinée. Mais ils nous trouveront sur leur chemin. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Il y a tellement de choses à dire autour de ce hand. On aura l'occasion dans quelques semaines, dans quelques mois de refaire le point. Avant de nous quitter, dites-nous quelles sont les échéances qui attendent les équipes nationales de Guinée. Bon, avant de parler des échéances, c'est d'abord remercier SIS-TV qui fait beaucoup pour notre discipline. J'avoue, aujourd'hui, même les gens qui sont partout dans le monde entier sont fiers de notre discipline. Ce que nous faisons comme ça, sans vous, sans la presse, est-ce que quelqu'un allait savoir que nous sommes en train de faire ça? Non. Avant de parler de nos échéances, c'est d'abord vous dire merci. Parce que mon président de confédération m'a dit, la force d'une fédération, c'est la presse sportive. Il dit, quand il y a la presse sportive, tu iras devant. Et je lui donne raison aujourd'hui. Les échéances, à partir du 31, nous allons nous retrouver à Nouakchott, en Mauritanie, pour le Challenge Trophée, catégorie filles, en cadette et en junior. Le 5 avril, nous allons nous retrouver à Tanger, au Maroc, pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Pour les seniors, à partir du mois de juin, du 25 au 3 juillet, 25 juin au 3 juillet, nous avons un stage de 10 jours au niveau du Sénégal, en senior dames. Et je profiterai pour mettre les garçons aussi pour préparer les Jeux africains. Après les Jeux africains, nous avons un stage à Conakry pour les seniors dans les 2 catégories au mois d'octobre pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations catégorie senior garçons. Voici, au mois d'octobre aussi, à la Coupe des clubs champions au Cap-Vert. Voici les échéances et on rajoute toujours au mois de septembre, il y a les filles qui vont en Coupe d'Afrique des Nations, cadettes et juniors au niveau du Niger. Le calendrier très chargé. Merci à vous, commissaire Paye. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération guinéenne de handball. C'est un plaisir pour moi et merci à SIS-TV et merci à toute cette équipe qui s'est déplacée pour le gymnase du handball au stade du 27 septembre. Merci à vous également, Alpha Jean-Claude Camara. Merci à toute l'équipe de Diao, toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, je vais y arriver, avec un autre invité sur la panafricaine du sport et de la culture.